On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Très heureux d'essayer une première expérience virtuelle, on va l'appeler comme ça. On se dirige dans le sud de la France pour Au fond des filets. Aujourd'hui, on va discuter avec Sébastien Vidal, qui est cofondateur et rédacteur en chef adjoint à Weekend Sports, parce que ses connaissances de la MLS pour un gars qui est de l'autre côté du lac, de l'autre côté de l'Atlantique, sont franchement impressionnantes. On a eu quelques échanges, puis on s'est dit, tiens, on va essayer un test. On va voir où ça nous mènera. Peut-être que ce sera récurrent éventuellement, mais on va jaser de MLS, puis surtout de ces nombreux ponts, on l'a vécu avec le CF Montréal, mais ces nombreux ponts qu'il y a maintenant entre l'Europe et la MLS. Et ce qui est heureux, c'est que ces ponts-là vont dans les deux sens. Fut un temps où c'était pas mal à sens unique. Sébastien, comment ça va? Salut Olivier, écoute, ravi d'être avec toi, comme tu l'as dit. On va essayer tous les deux de jaser, je vais reprendre ton expression, de jaser de MLS. Et puis j'espère que les gens apprécieront nos échanges, mais moi, je suis rassuré parce que quand je vois la fluidité de nos échanges qu'on a déjà eu au téléphone, je pense qu'on va tous passer un très, très bon moment. Bon, là, maintenant que tu as dit ça, c'est rassurant. Puis là, je vais peut-être faire capoter l'histoire au complet. On va parler de deuxième division ukrainienne, si ça te dérange pas. Je sais pas à quel point tes connaissances sont poussées. On va en discuter parce que Nadi Sinchuk a signé, Ukrainien de 18 ans. J'en parlais avec Frédéric Laure en début de semaine, lors du dernier balado. Qu'est-ce que tu as pensé de cette signature-là? Évidemment, ça passe à travers la banque de données, la base de données de Bologne. Donc, c'est peut-être là où on a réussi à avoir des infos sur un championnat qui est assez obscur pour nous, du moins ici au Canada. Est-ce que ça t'a surpris comme transfert? Alors, tu sais, je vais commencer par te donner une expression que j'utilise souvent. Je dis souvent, en football, il n'y a pas de mauvais transfert, il n'y a que des mauvais prix. Et je crois honnêtement que Sinchuk rentre dans cette catégorie parce que je pense que tu ne fais pas du tout la même acquisition si tu le payes 1 million de dollars ou si tu le payes comme là 5 millions de dollars. Effectivement, c'est un garçon, tu l'as dit, qui vient de D2 ukrainienne, donc un garçon sur qui on a quand même assez peu de visibilité et assez peu d'informations. C'est un garçon 18 ans qui a peu joué avec peu d'expérience et c'est un garçon que Montréal a été chercher pour 5 millions. C'est quand même une sacrée somme parce qu'on rappellera pour ceux qui connaissent pas forcément Montréal. Montréal est un club qui n'est pas très dépensier d'habitude. C'est un club qui ne fait jamais de grosses folies sur le marché du mercato. Et là, j'ai un peu l'impression, tu me diras ton avis, mais j'ai un peu l'impression que Montréal a voulu s'aligner sur les autres, parce que on en reparlera au cours de l'émission, mais on a eu beaucoup de records de transferts en MLS cet hiver, et j'ai l'impression que Montréal a voulu suivre un peu cette tendance en disant, nous aussi on est capable de faire un coup un peu élevé, et effectivement ils ont été mettre 5 millions sur ce joueur. Je sais pas. Honnêtement, en football, on dit aussi que l'avenir donne souvent des réponses. Donc, on verra dans les mois à venir. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ne faut pas faire l'erreur d'être impatient avec ce garçon. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un garçon qui vient, tu l'as dit, d'Ukraine, donc d'une culture complètement différente, qui va découvrir une nouvelle culture, qui va découvrir une nouvelle langue, qui va aussi découvrir un nouveau football, parce que quoi qu'on en dise, la MLS, ce n'est pas le football européen. Donc, je pense qu'il va falloir être très patient avec ce garçon. Adaptation, et surtout lui laisser aussi le temps de digérer le prix de son transfert parce que c'est pas facile pour un joueur de 18 ans. Donc moi je le dis, je vais regarder ça de très près, mais je le dis, il faudra être extrêmement patient avec ce garçon. Peut-être qu'éventuellement, Sébastien, on aura le prix payé exactement. 5 millions, c'est ce qui courait de ce côté-ci de l'Atlantique. 5 millions, c'est ce qui semble courir de l'autre côté de l'Atlantique aussi. En même temps, dans le giron du club, les échos que j'ai, c'est que ce serait peut-être pas aussi élevé que ça. À quel montant, selon toi, ça devient un transfert intéressant? Honnêtement, sur ce profil de joueur-là, là, je vais parler avec la vision du marché européen. Je vais te donner un peu ce que ce garçon-là serait acheté en Europe. Je pense que sincèrement, entre 1 et 2 millions, tu vois, 1,5 million, 2 millions d'euros. D'euros, je pense qu'on est dans le prix juste. On est dans le juste prix.
Aujourd'hui, 5 millions, c'est un gros coup, mais c'est toujours pareil. Comme je te disais, l'avenir donnera des réponses parce qu'effectivement, si dans une saison ou deux, ce garçon-là explose et devient un top player de MLS et que tu fais une exit, une sortie, une revente à 10 ou 12 millions, eh ben, tout le monde criera au génie. Tout le monde dira Montréal a fait un super coup. Par contre, effectivement, si ce garçon-là ne performe pas, 5 millions, c'est énorme, surtout pour un club comme Montréal, on le rappelait, qui sur le marché des transferts n'est jamais très dépensier. Donc, honnêtement, je trouve que c'est un pari risqué, mais c'est le principe des paris. Des fois ça paye, des fois ça paye pas, mais je trouve qu'effectivement le prix pour moi, au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on a de ce garçon, c'est un peu trop élevé pour moi. Il y a toujours cette idée-là, particulièrement pour des joueurs, j'allais dire européens, mais étrangers qui viennent en MLS. La particularité du championnat, des déplacements, de la culture nord-américaine peut être choquante pour certains. Il y a toujours une période d'adaptation de toute façon quand on passe d'un pays à l'autre, d'un championnat à l'autre. Je suis curieux de savoir par contre, je ne sais pas si tu as des infos ou tu as été capable de prendre le pouls là-dessus parce que c'est un profil de joueur très très pointu, mais les joueurs ukrainiens, moi ce qui m'intrigue un peu dans l'évolution du dossier Sintchuk, est-ce que ses parents vont venir avec lui? Parce que c'est quand même un gars qui a 18 ans seulement. On a dit qu'au départ, ses parents ne venaient pas, mais éventuellement, ça pourrait changer. C'est un kid qui a connu le conflit avec la Russie. Est-ce qu'il y a un effort supplémentaire à faire depuis quelques années pour s'assurer que les joueurs ukrainiens qui se déplacent ou qui signent à quelque part s'adaptent mieux? Est-ce que c'est un plus grand défi qu'avant? Alors, pour répondre à ta question, il y a deux cas de figure. J'ai pas forcément la réponse pour Sintchuk, mais on l'a vu dans d'autres transferts, notamment des joueurs qui avaient quitté le Shakhtar Donetsk, qui avaient encore de la famille en Ukraine. Et ça, c'est un cas très particulier parce que forcément, comment avoir la tête 100% au football, en plus dans un pays que tu ne connais pas, avec une langue que tu ne connais pas, qui te demande un très gros effort d'adaptation, comment est-ce que tu peux avoir la tête 100% au football quand tu sais que tu as encore des proches dans un pays en guerre? Ça, c'est le cas particulier qui est arrivé avec certains joueurs. Je n'ai pas la réponse pour lui. Est-ce qu'il a encore de la famille en Ukraine qui est prise dans le conflit? Je ne sais pas. Mais effectivement, si ce garçon-là débarque du côté de Montréal, sans sa famille, avec, tu l'as dit, la problématique de la guerre dans son pays, et comme je l'explique, avec une adaptation compliquée quand même, parce que lui part de très loin, ça peut aussi, effectivement, freiner rapidement sa progression. Donc ça, c'est les détails qu'il faudra suivre. Je pense que ses parents vont venir, parce que tu l'as dit, c'est un profil de joueur qui a 18 ans, qui est très jeune, qui va débarquer en plus dans un très grand pays. Enfin, le Canada, les États-Unis, c'est une autre dimension quand tu viens d'un petit pays comme l'Ukraine. Donc oui, je pense que ses parents vont être du voyage, mais effectivement, il faudra surveiller de près. Est-ce que ce garçon aujourd'hui a 100% la tête au football ou pas? Et ça, c'est une vraie question que tu soulèves. Bien, c'est là l'avantage du deal qui lui a été offert parce que tu as 4 ans de contrat. Oui. Il n'y a pas si longtemps, Olivier Renard était ici comme directeur sportif au CF Montréal et il disait, moi, j'ai connu des contrats sur lesquels je me suis personnellement assis comme gardien de but parce que c'était un contrat trop long. Quand tu es à la 3e année d'un contrat de 5 ans ou à la 2e année d'un contrat de 5 ans, tu n'as peut-être pas la même urgence de performer que quand tu es à la dernière année d'un contrat de 2 ou 3 ans. Mais dans les circonstances, à 18 ans, avec tous les points d'interrogation, je pense que c'est une bonne chose de donner un contrat de 4 ans dans son cas. Oui. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Ben oui. Oui, si tu me permets, et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, la durée de contrat est intéressante. Et pourquoi? Parce que je pense qu'il faut aussi essayer, pour vraiment analyser tout le contexte, voir exactement quel est l'objectif de Montréal avec tout le mercato en général. On parle de Sintchuk, mais il y a d'autres jeunes joueurs qui sont arrivés. Je pense à Neil qui arrive de Los Angeles et d'autres. Il y a vraiment eu une arrivée de beaucoup de jeunes joueurs. Maintenant, ce qu'il faut bien que les fans de Montréal comprennent, c'est qu'il y a deux possibilités. C'est où Montréal explique qu'ils veulent être performants tout de suite, qu'ils visent pourquoi pas une qualification en play-off et qu'ils ont de grands objectifs cette année. Et là, je vais te dire qu'ils se trompent complètement sur leur mercato. Maintenant, si le deal, c'est de dire on accepte pendant 1 an et demi, 2 ans peut-être, d'être moins performant pour que tous ces jeunes joueurs, et notamment des profils comme Sintchuk, soit la colonne vertébrale de demain, soit l'ossature de l'équipe de demain. On décide effectivement que pendant une saison ou deux, on va être moins performant parce que ces joueurs-là, on a besoin de les faire évoluer, on a besoin de les acclimater, et que dans 2 ans, on aura des objectifs élevés parce que toute cette génération-là arrivera à maturité. Là, tu es dans le vrai. C'est pour ça que c'est important de savoir ce que veut vraiment faire Montréal avec tous ces jeunes joueurs. Moi, je te le dis, si Montréal espère être performant tout de suite, et si les fans de Montréal espèrent que l'équipe sera performante dès cette saison, je pense qu'ils vont être déçus. Maintenant, si effectivement l'objectif c'est de dire dans 1 an, 2 ans, tous ces joueurs-là auront pris de l'expérience, tous ces joueurs-là auront appris ensemble, là oui, tu peux avoir une équipe intéressante. Mais c'est pour ça que je te dis, il faudra surveiller de près aussi quelle est vraiment la volonté de Montréal avec ce mercato qui est pour moi très jeune.
Ouais, ben, l'objectif assumé pour le moment, l'objectif officiel, c'est de remporter un trophée. Mais ça, comme on le sait, avec les 3 compétitions différentes, ça peut être interprété de toutes sortes de façons. Le défi aussi avec un paquet de jeunes joueurs comme ça, c'est qu'il n'y a toujours pas d'équipe réserve à proprement dit au CF Montréal. Je suis curieux, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs pro en Europe qui opèrent sans réserve, sans équipe B? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans l'ensemble des grands championnats, toutes les équipes professionnelles ont une équipe réserve. C'est parce que c'est une nécessité en Europe. C'est une obligation, surtout depuis la crise du Covid qui a, on le sait, impacté beaucoup les clubs européens et mis à part les clubs très riches comme le Paris Saint-Germain, Manchester City, mais qui ont des finances quasiment illimitées. On sait que l'ensemble des clubs, même des gros clubs dans des grands championnats, ont été impactés par la crise du Covid et ils ont même une tendance à renforcer ces équipes réserves et ces centres de formation parce que ils ont compris que c'était la possibilité d'avoir des joueurs à un coût très réduit quand tu les formes et que tu n'as pas besoin de les acheter. Et puis tu sais qu'en Europe, on est de plus en plus dans un système de trading où les clubs, pour gagner de l'argent, forment ou achètent des joueurs peu chers en espérant faire une plus-value à la revente. Donc, non, en Europe, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui s'est accentué depuis la crise du Covid. Bon, j'ai testé tes connaissances de la 2e division ukrainienne. Maintenant, je te lance un autre défi, Sébastien. Je teste tes connaissances de Ross County en Écosse parce que Victor Loturi, c'est un autre dossier, je dirais pas obscur, mais que les gens connaissent certainement moins. Un kid de Calgary qui a 23 ans, un milieu défensif qui vient de débarquer au CF Montréal. Comment tu vois cette prise-là? Un gars pour de la profondeur derrière un Samuel Piette, par exemple? Ouais, exactement. Mais là, on est sur un profil différent puisque tu l'as dit, 23 ans, on est sur un joueur un peu plus expérimenté qui sort de 2 belles saisons du côté de l'Écosse dans un championnat qui est pas facile, il faut le dire. Moi, j'aime bien les joueurs qui viennent du championnat écossais parce que souvent, c'est des joueurs qui ont acquis du fighting spirit, tu vois, qui ont acquis ça parce que le championnat écossais est un championnat vraiment de combat. C'est un championnat difficile, c'est un championnat dur pour les hommes. Donc, souvent, les joueurs, et encore plus quand ils ont un rôle de milieu, appelons ça milieu central, milieu défensif, ils sont formés au combat. Donc, je trouve que c'est toujours des profils intéressants. C'est un joueur qui a joué 34 matchs de mémoire sur sa première saison, un peu moins de 20 matchs sur la 2e saison. Donc, il a eu du temps de jeu, il a été crédible du côté de Ross County et comme tu le dis, c'est une prise moi que je trouve plutôt intéressante pour mettre un joueur effectivement sur le banc en remplacement des titulaires habituels. Mais là, tu sais que tu pars sur un joueur entre guillemets, où tu n'auras pas de surprise. Tu ne seras pas déçu. C'est un garçon qui a été capable d'être titulaire dans le championnat écossais. Donc, il n'aura pas de mal à faire le boulot quand il va sortir du banc pour rentrer. Là-dessus, autant sur un Ukrainien de 18 ans, j'aimais beaucoup plus d'incertitude. Autant sur un profil comme Loturi, je sais que Montréal se trompe pas en allant chercher ce genre de joueur. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Il y a la nature du championnat qui est, c'est les clichés, là, le championnat espagnol, c'est plus technique, italien plus tactique, en Bundesliga, c'est plus physique. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est le style de vie aussi en Écosse. Tu as le championnat en tant que tel, mais il faut que tu veuilles te lever le matin quand tu habites en Écosse au mois de février pour aller t'entraîner. Puis j'ai l'impression que, là, on veut pas faire de généralité, là, c'est pas tous les joueurs qui sont pareils, mais mentalement, tu as peut-être quelqu'un de plus solide quand tu as vécu ça, tu es passé à travers. Je sais pas si tu te plains moins des conditions à MLS, de tes vols qui sont peut-être pas parfaits, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Est-ce qu'il y a un championnat où tu dirais que c'est le contraire, pas que les joueurs sont plus faibles mentalement, mais tu dis il y a plus d'incertitude à les recruter dans ce championnat-là, particulier en Europe? Eh ben, je vais répondre à ta première question et je vais rebondir après. Effectivement, comme tu le dis, le championnat écossais qui est un championnat qui forge les hommes. Parce que comme tu le dis, pour ceux qui ont déjà visité l'Écosse, ils vont comprendre de quoi je parle. Quand il faut être entraîné le matin à 9h avec du brouillard où tu vois pas à 20 cm et une température presque négative, effectivement, ça forge les hommes. Et en plus, si on revient sur le profil de Loturi, c'est un petit gabarit, 1m73. Donc dans un championnat, comme je le disais, avec du fighting spirit, avec du combat comme le championnat écossais, quand tu mesures 1m73, tu es obligé d'être vraiment au duel, d'être vraiment, j'ai envie de dire, un pitbull, tu vois, pour l'expression. Donc lui, il s'est vraiment forgé là-dessus. Donc c'est pour ça que je te dis que j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit capable de faire le job du côté de Montréal. Et pour répondre à ta deuxième question sur un championnat un peu plus, on va dire un peu plus relax. Alors, pas les 5 grands championnats européens que sont la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, parce qu'il y a une telle concurrence dans les clubs, il y a de tels effectifs que tu peux pas te permettre ça. Mais effectivement, tu le vois notamment sur des championnats comme le championnat du Portugal, je trouve, où tu as des joueurs qui sont extrêmement performants quand ils sont là-bas.
Mais tu sens que une fois qu'ils arrivent dans des clubs un peu plus huppés, qui passent un step dans un club du top 5, tu sens que c'est plus difficile parce que il y a peut-être un peu moins cette culture du travail. On a plus cette culture un peu comme des fois en Amérique du Sud, tu vois, cette joga bonito où le beau jeu et le beau geste suffisent, et on a peut-être un tout petit peu moins la culture travail. Donc je veux pas me mettre à dos mes amis portugais, mais voilà, si je devais faire la comparaison, un championnat effectivement comme le Portugal, je trouve que tu as moins de certitude dans la qualité de travail des joueurs. Ben là, tu viens de me faire prendre conscience que Ryan Gauld a la recette parfaite. C'est un Écossais qui est allé jouer au Portugal et qui est débarqué en MLS avec les Whitecaps par la suite, avec ce mix-là de finesse technique, de fighting spirit, puis ça donne les résultats qu'on voit depuis plusieurs années. Change de registre un peu. On va délaisser l'actualité de la MLS. On y reviendra dans quelques minutes, si tu le permets, Sébastien. Mais je peux pas... j'ai dit tout à l'heure là, qu'on était dans le sud de la France avec toi. Il y en a un qui a quitté le sud de la France, Ismaël Koné, qui est à Rennes. C'est quoi? C'est évidemment une démotion, mais est-ce que c'est un cadeau déguisé? Est-ce que c'est une opportunité en or pour lui? Pas d'être obligé de quitter Marseille, mais peut-être d'avoir une deuxième chance. Puis est-ce que c'est sa dernière? C'est très tôt pour dire ça, mais c'est perçu comment en France en ce moment? Honnêtement, il y a de la déception parce que Ismaël Koné, alors on va essayer d'être le plus précis possible parce qu'il y a des reproches que je vais faire aux joueurs. Et puis je vais parler aussi malheureusement des choses qui sont indépendantes de sa volonté, qui ont aussi fait qu'on en est dans cette situation. Tu l'as expliqué, il a débarqué l'été dernier du côté de l'OM, un grand club français, actuel deuxième du championnat. 6 mois plus tard, il est prêté à Rennes, un club relégable. Donc déjà, ça te donne un peu l'idée du background. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné, Ismaël Koné, du côté de Marseille? Pour deux choses. Parce qu'il a été plutôt intéressant à ses tout débuts. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait des bonnes sorties de banc, qu'il avait fait des entrées intéressantes. C'est un garçon qui est hyper intéressant dans sa capacité à aller vers l'avant, dans sa percussion, dans cette capacité un peu à être box-to-box, à dépasser sa ligne. Mais le problème, c'est qu'il a été rapidement blessé, qu'il a eu des rechutes de ses blessures aux chevilles, parce qu'il a fait 2 entorses au niveau de la cheville, et on sent qu'il n'a pas été capable de revenir pour l'instant vraiment 100% au top physiquement. Et puis le problème, c'est que à l'OM, on a Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi, qui est un coach qui a un système de jeu très particulier, qui a un système de jeu très offensif, avec un bloc équipe qui joue très très haut. Et le problème de ce type de système de jeu, c'est que effectivement, offensivement, tu te crées beaucoup d'occasions, mais tu es très vulnérable quand tu perds le ballon. À la perte de la balle, il faut des joueurs qui réagissent très vite, qui fassent beaucoup d'efforts pour combler un peu les brèches. Et le problème de Koné, effectivement, c'est qu'autant je te disais qu'il était intéressant dans son jeu vers l'avant, autant sur les efforts défensifs, on s'est rapidement rendu compte quand même qu'il en manquait un peu. Et Roberto De Zerbi s'en est rendu compte aussi. Donc là, très très vite relégué dans la hiérarchie. Et puis, il faut le dire, une hiérarchie au milieu de terrain à Marseille compliquée, parce que tu as Adrien Rabiot, qui est un international français, tu as Hochberg que tout le monde connaît, donc en plus il y a eu une très très grosse concurrence, donc on va dire pas les efforts nécessaires en match et à l'entraînement, parce que Roberto De Zerbi lui a aussi reproché de ne pas être assez impliqué à l'entraînement, une concurrence très forte au milieu de terrain, et puis des blessures qui l'ont empêché d'être tout le temps à 100%, donc tu vois, une fois que tu as fait ce cocktail, ça explique un petit peu pourquoi rapidement Ismaël Koné s'est perdu. Et maintenant, pardon, on l'a dit, un prêt à Rennes. Alors, est-ce qu'un prêt à Rennes, c'est une bonne idée? Beaucoup pensent que oui. Moi, je ne pense pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je te le disais, Rennes, c'est un club qui est un gros budget en France. C'est dans les 5 ou 6 premiers budgets français. Malheureusement, une saison très compliquée pour Rennes qui vient de changer d'entraîneur. Rennes qui se bat pour ne pas descendre en deuxième division. Et tu sais comment c'est quand tu es dans cette situation où tu dois te battre pour chaque point, pour ta survie en première division. Tu ne prends pas le risque avec des jeunes joueurs. Tu ne fais pas des paris quand tu es dans cette situation. Quand tu es dans cette situation, c'est le couteau entre les dents. Il faut gratter tous les points pour s'en sortir et ne pas descendre en deuxième division. Donc, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de chance à Rennes dans ce contexte-là. Il aura certainement, à un moment ou à un autre, l'opportunité de montrer ce qu'il sait faire. Mais il faudra que, contrairement à Marseille, il soit capable tout de suite de saisir sa chance. Donc, moi, je suis pas hyper emballé par son prêt à Rennes. Il fallait qu'il parte parce qu'à Marseille, il avait plus de temps de jeu, ça c'était clair. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu non plus... Excuse-moi. On n'a pas eu non plus beaucoup de prétendants cet hiver, il ne faut pas se mentir. Rennes a été un des seuls prétendants. Donc Marseille qui le prête, une option d'achat avec un prix de 14 millions d'euros. Donc je ne suis même pas sûr que Rennes la lève enfin. Donc ça va être compliqué. Il va encore passer, je pense, 6 mois compliqués. J'espère qu'il arrivera à saisir sa chance. Mais pour l'instant, on va dire que son voyage en France est semé d'embûches. Le défi, c'est le temps de jeu, au fond. C'est principalement ça. Est-ce qu'il y a une situation
les efforts, ça, si on remet ça en question, ben c'est la volonté du joueur, là, que ce soit Ismaël Koné ou quelqu'un d'autre. Après, les exigences du système de jeu, à quel point, selon toi, sa blessure est devenue un genre de cercle vicieux? Parce que te remettre en forme constamment puis avoir des rechutes physiquement, ça devient très difficile de tenir le coup. Si, en plus, les efforts qu'on demande sont plus grands qu'ailleurs, ben c'est encore plus difficile de rester à flot. Est-ce que ça a été un problème majeur, selon toi? Il y a deux problèmes majeurs pour moi. Effectivement, il y a... Tu sais, ça va souvent de pair. Quand un entraîneur se plaint de l'implication d'un de ses joueurs à l'entraînement, c'est que tu sais que quand il va soigner sa blessure, il risque là aussi de pas être à 100% de son implication. Donc je pense qu'il y a eu aussi peut-être un peu de largesse de la part de Koné quand il a fallu soigner ses blessures. Et comme je te le disais, Roberto De Zerbi, entraîneur très exigeant sur le volume de jeu, sur les capacités physiques, parce que son jeu demande des joueurs qui sont en pleine forme. Et effectivement, je pense aussi peut-être que Koné a repris trop tôt l'entraînement et que cette intensité mise à l'entraînement ajoutée à la volonté du joueur, peut-être d'en faire un peu plus pour revenir un peu avec les faveurs du coach, tu vois. Je pense que tout ça, il y a eu trop d'efforts physiques et je pense c'est pour ça qu'il a rapidement rechuté sa blessure à la cheville. Ouais, ça montre la complexité d'un joueur qui change d'environnement. On souhaite tous à Ismaël, dans un premier temps, du temps de jeu avec Rennes, puis éventuellement un autre chapitre plus heureux. Qui sait, ça pourrait devenir Marseille, mais on va voir comment ça va évoluer au cours des prochains mois. Moïse Bombito, lui, la perception qu'on en a depuis son arrivée à Nice, c'est quoi? Alors c'est plutôt bien et franchement moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne le connaissent que excuse-moi, pour ceux qui ne le connaissent que de Nice, on va quand même rappeler que c'est un joueur qui avait montré de belles choses en MLS quand il était du côté de Colorado. Moi je trouvais que c'était vraiment un joueur qui avait déjà de belles prédispositions. Faut pas oublier non plus, rappelle-toi la dernière Copa América du Canada où il avait été plutôt très bon. Effectivement, il avait montré des choses vraiment intéressantes. Un joueur de 24 ans là aussi qui arrive dans la force de l'âge. Effectivement, les mêmes qualités qu'on retrouvait du côté de Colorado, c'est-à-dire cette vitesse, cette capacité aussi un peu à anticiper. C'est un très bon défenseur qui a beaucoup de temps de jeu du côté de Nice, qui vraiment fait des très belles choses. Et en plus, à Nice, il a cette chance de pouvoir. On parlait tout à l'heure de passer des steps. À Nice, il est arrivé en Ligue 1. En plus, Nice qui joue la Coupe d'Europe. Donc, c'est-à-dire que lui, en l'espace de quelques mois, il a découvert un grand championnat européen, il a découvert la Coupe d'Europe et en plus, il a la chance, tu vois, on parlait tout à l'heure quand je parlais du CF Montréal, je parlais de la nécessité d'encadrer tous ces jeunes joueurs. Lui, il a la chance d'être encadré par des garçons qui sont exceptionnels comme Dante, le Brésilien qui est à Nice, est vraiment un garçon qui a une expérience folle, qui lui apporte vraiment beaucoup, tu vois. Et donc, lui, en fait, on parlait tout à l'heure, tu vois, de Koné où rien n'a été comme il faut. Lui, toutes les planètes se sont alignées. Il a fait sa formation en MLS, il a montré de belles choses. Il a fait une Copa avec le Canada où là aussi, il a montré qu'il était capable au plus haut niveau d'être performant. Il est arrivé à Nice où je te dis, il a pris de l'expérience parce qu'il joue dans un grand championnat. Il joue la Coupe d'Europe et en plus, il a la chance d'être associé avec des garçons vraiment d'expérience à côté desquels il apprend beaucoup. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est vraiment une réussite. Maintenant, effectivement, comme tous les joueurs, il a quelques points négatifs, tu le sais, c'est quand même un garçon qui a entre guillemets un double visage, si je peux dire, c'est-à-dire qu'il est capable d'être extrêmement bon, extrêmement performant contre les équipes moyennes du championnat. On se rend compte quand même que quand on joue contre les très gros clubs en France ou en Europe, il manque encore un peu quelque chose, mais c'est normal parce qu'il vient d'arriver en Ligue 1, il a besoin encore d'apprendre, il a besoin d'expérience. Donc là, on sent encore qu'il y a un palier, il y a une marge de progression à passer. Et puis, si vraiment je devais lui faire un dernier petit reproche, c'est sa gestion peut-être des fois de sa nervosité. Je trouve que c'est un garçon qui fait encore trop de fautes, c'est un garçon qui est encore un peu, tu vois, qui s'enflamme encore un peu. Donc ça, il aura aussi à le gérer. Mais tout ça, ça s'apprend, tout ça, ça vient avec l'expérience. Donc voilà, franchement, moi je trouve que c'est une très belle arrivée et je trouve que lui, pour le coup, profite pleinement de la chance qui lui a été donnée en France. Avec tous les joueurs que tu vois débarquer, évidemment, ceux de la MLS nous concernent un peu plus, mais ça peut être d'autres championnats en Europe ou en Amérique du Sud, en Afrique, peu importe. Chaque championnat, on le disait tout à l'heure, a ses particularités. La Ligue 1 ne fait pas exception à cette règle-là. Le plus grand défi d'adaptation des joueurs étrangers que tu vois débarquer en France, Sébastien, c'est quoi? Est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est la manière de coacher? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est la vie en France? C'est quoi le plus grand défi? Un trait commun, si on veut? Si on doit généraliser, et beaucoup de grands joueurs qui sont passés par la Ligue 1, je pense notamment à Lionel Messi ou d'autres, donc des garçons qui ont quand même voyagé, qui connaissent le football, tous quasiment ont été unanimes pour dire que là où ils ont été le plus étonnés par la Ligue 1, c'est par le défi physique.
parce qu'effectivement, la Ligue 1 est un championnat extrêmement dur physiquement, où il y a beaucoup d'impact, beaucoup de contacts, et beaucoup de joueurs ont été impressionnés par ça. Donc je dirais que pour moi, peut-être la première piste d'adaptation, c'est être capable de répondre aux défis physiques de la Ligue 1, parce que c'est un championnat qui demande vraiment beaucoup de qualité dans ce domaine-là. Mais c'est culturel, parce que la Ligue 1 a toujours eu un lien particulier avec l'Afrique. La Ligue 1 est composée d'énormément de joueurs africains, et ça a été longtemps un peu la volonté des clubs de Ligue 1 d'aller chercher des joueurs très athlétiques en Afrique. Donc la Ligue 1 c'est forgé aussi comme ça, et c'est vrai que quand tu regardes les gabarits de beaucoup de joueurs de Ligue 1, il y a quand même des sacrés costauds. Et donc je pense que je dirais que la première difficulté, c'est de s'adapter aux défis physiques en Ligue 1. Parce qu'après, tu sais, quand tu sais jouer au ballon, que tu joues en France, en Allemagne, en MLS, quand tu sais jouer au ballon, ta technique, elle te permet de t'en sortir partout. Tu vois, c'est simple. Quand tu es vraiment un joueur très technique, un joueur très intelligent, tu peux t'en sortir partout, il y a aucun problème. Maintenant, le défi physique, c'est autre chose. Ça s'apprend, tu vois, ça se cultive. Et quand tu n'as pas l'habitude de ça, ça peut être compliqué au départ. On va revenir sur la MLS dans un instant, mais un dernier joueur dont je voulais te parler, c'est pas un Québécois, mais tout presque. Jonathan David, son contrat vient à échéance enfin, j'ai envie de te dire, puis c'est probablement la même chose que son agent se dit. Enfin, ce contrat-là vient à échéance, ça va le rendre libre. C'est un gars qui, à chaque fenêtre des transferts, peut-être moins dernièrement parce qu'on se disait que ça venait à échéance puis on pourrait le ramasser gratuitement par la suite, mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il est allé au bout de ce contrat-là, contrairement à toutes les rumeurs de transferts qu'il y avait, peut-être fenêtre après fenêtre des transferts au cours des 3 dernières années? Parce que Jonathan David, c'est un profil atypique, parce que il faut le rappeler, contrairement à quasiment la majorité des joueurs de MLS qui ont débarqué en Europe, Jonathan David n'a pas été un joueur de MLS, il n'a pas joué au plus haut niveau. Donc c'est déjà en ça un profil atypique. Après, effectivement, tu l'as dit, joueur extrêmement intéressant qu'on découvre du côté de Lille et qui a fait ses preuves, parce que même si je vais mettre un petit bémol tout à l'heure, mais en termes de statistiques, Jonathan David, c'est quasiment un but tous les 2 matchs avec Lille, puisqu'on est à 104 ou 105 buts en 217 matchs. Donc c'est quand même, la statistique, elle est quand même très importante. Maintenant, pourquoi on a toujours parlé de Jonathan David et pourquoi ça ne s'est jamais fait? Effectivement, tu l'as expliqué, là on arrive en fin de contrat, donc les équipes sont en mode patience, parce qu'ils savent qu'ils pourront l'avoir sans indemnité de transfert cet été. Mais avant, parce que Lille est bien conscient de la pépite qu'elle tient, parce que Jonathan David, aujourd'hui, il faut aussi le remettre dans le contexte. On a de moins en moins de vrais numéros 9 dans le football, tu vois, de vrais buteurs, de vrais strikers. Et Jonathan David fait encore partie de cette race-là, tu vois, de vrais numéros 9. Donc Lille sait très bien le profil de joueur qu'elle a. Elle sait très bien les qualités qu'il a, et elle sait que les grands clubs européens ont du mal à trouver des neufs, parce que, je te l'ai dit, c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare. Donc, il faut le dire, Lille a souvent été gourmand avec les clubs qui sont venus se renseigner. On a souvent parlé d'offres entre 70 et 80 millions d'euros, mais les clubs n'étaient pas prêts. Les clubs n'étaient pas prêts à mettre cette somme-là, parce que Jonathan David, même si je te disais que les stats étaient hyper intéressantes, il a quand même des phases où ça retombe un peu. Jonathan David, il est capable d'avoir des périodes assez exceptionnelles, et puis après, pendant 2, 3 semaines, un mois, il est capable de se perdre. Il est capable de se perdre un peu et de perdre son football. Donc ça, les gros clubs, ça les a toujours un peu freinés, surtout, tu vois, quand je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de mauvais transfert, il y a pas de mauvais transfert avec des mauvais prix. Si Jonathan David, il était à 50 millions, tous les clubs seraient partis l'acheter, tu vois. Mais à 80, il y a eu beaucoup d'hésitations. Il y a des clubs qui n'ont pas voulu tenter le coup. Donc voilà ce qui explique pourquoi il est resté à Lille. Mais je pense que pour lui, c'est bien d'être resté à Lille, parce qu'il arrive là, il a 25 ans, si je dis pas de bêtises. Il a 25 ans, donc là, il va pouvoir s'offrir un très gros club. Il arrive à maturité. Et je pense sincèrement que voilà, il a bien fait de rester à Lille. Son parcours, il est bien construit. Il a été en Belgique. Il a fait ses armes en Belgique. Il a signé dans un très bon club français où il a eu sa chance. On lui a fait confiance. Et là, je pense qu'il est prêt à passer le palier supérieur. Après, moi, si tu me demandes son profil, je trouve qu'il a vraiment le profil pour le foot anglais, parce que le foot anglais est un championnat quand même qui laisse beaucoup d'espace, qui permet aux joueurs qui ont un peu de vitesse, qui aiment prendre les espaces, de s'exprimer. Donc, je trouve qu'il aurait vraiment le profil pour le foot anglais. Mais je sais que le Bayern de Munich le suit depuis de nombreux mois, parce qu'il voudrait en faire à terme le successeur d'Harry Kane, qui ne sera pas éternel. Donc, je pense qu'il y aura bataille entre les clubs anglais et le Bayern de Munich pour Jonathan David.
Ben ça, c'est super intéressant parce que ça m'amène à l'autre question que je voulais te poser. Ça l'amènerait à jouer avec Alphonso Davies, qui vient tout juste de re-signer un nouveau contrat jusqu'en 2030. Lui qui se rendait au bout du sien. Il y avait énormément de discussions avec le Real Madrid, un peu comme Kylian Mbappé qui est allé au bout de son contrat, qui est parti gratuitement. Ça va être la même chose pour Jonathan David. Est-ce que c'est une tendance lourde que tu vois? J'ai l'impression qu'il y a plus de joueurs qui vont, peut-être qui ont le courage de le faire aussi, là, parce que s'il y a des blessures ou ça peut vite s'avérer un choix un peu moins judicieux, mais est-ce que la réalité financière du foot fait en sorte que des clubs disent « Va au bout de ton contrat, nous, on va te payer la totale en salaire, mais ça ne nous coûtera pas les 70, les 80 millions. » Exactement. Donc, toi, tu vas gagner, mais tu as un risque à prendre dans l'immédiat, puis nous, ben, on va s'assurer de te payer davantage, mais financièrement, c'est comme si tout le monde y gagnait, sauf le club qui a le joueur au moment actuel, ce qui est le cas de Lille. Et bien sûr, et ça a été le cas avec Mbappé, avec plein d'autres, tu l'as dit. Parce qu'effectivement, le deal, il est bon pour tout le monde. Parce que le club qui va acheter, au lieu de sortir un chèque de 80 millions, il va peut-être mettre une prime à la signature de 10 millions, tu vois, pour Jonathan David, et puis un salaire hyper intéressant. Donc, le club a pas de grosse indemnité de transfert à payer. Le joueur, il prend une prime à la signature qu'il n'aurait pas touché, tu vois, s'il avait été transféré pendant la durée de son contrat. Effectivement, le seul perdant, c'est le club vendeur. Le seul perdant, c'est le club qui vend. Mais effectivement, c'est une grosse tendance aujourd'hui parce que les joueurs, ils trouvent leur compte. Il faut le dire aussi, les agents, ils trouvent leur compte parce qu'il faut pas négliger ça. On sait très bien que les agents, ils touchent un pourcentage surtout sur les primes, sur les salaires. Donc les agents, ils ont aussi tout intérêt à conseiller à leurs joueurs d'aller au bout du contrat pour eux aussi, indirectement, avoir une belle enveloppe lors de la signature dans le prochain club. Donc les agents poussent aussi beaucoup à ça. Parce qu'on parle souvent des joueurs qui aiment l'argent, c'est une réalité, mais il faut pas oublier de dire quand même que derrière, ils sont souvent conseillés par des agents qui, eux aussi, aiment beaucoup l'argent. Alors moi, ça me dérange pas, hein. Tout le monde aime l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Personne ne pleure de gagner de l'argent. Mais on tape souvent sur les joueurs en disant que c'est des fois, ils ne pensent qu'à l'argent. Faut pas oublier que derrière, ils ont souvent des agents qui, eux aussi, ne pensent qu'à l'argent. C'est important de le préciser. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet, ça, éventuellement? Est-ce que les clubs vont faire signer des contrats plus longs? Est-ce que les clubs vont accepter des frais de transfert moins élevés en sachant que si on est pour le perdre gratuitement, aussi bien faire le sacrifice puis empocher une somme plutôt que rien empocher du tout? Ou est-ce que ça va rester statu quo? Non, je pense que les clubs vont devoir réagir parce que le problème, c'est que cette tendance, elle va faire que s'accélérer, à mon avis, et les clubs pourront pas éternellement rester les pigeons de l'histoire. Ce qu'on risque d'avoir, je pense, et notamment sur des clubs effectivement qui ont les moyens, je parlais tout à l'heure de Paris, de Manchester City, voilà, de clubs qui ont les moyens financiers de se permettre ça, je pense qu'on va avoir des joueurs qui vont passer des saisons entières sur le banc. C'est-à-dire qu'on arrivera sur la dernière année de contrat et on leur dira soit tu pars maintenant parce qu'il te reste un an de contrat, donc on touche une indemnité de transfert, soit tu prolonges pour pas partir libre, soit tu vas passer une saison sans jouer. Et je pense qu'on en arrivera là avec des clubs qui mettront ce genre d'ultimatum en disant nous, on préfère ne pas te faire jouer, entre guillemets, casser un peu ta carrière parce que toi, tu veux pas jouer le jeu avec nous, plutôt que de voir partir gratuitement et te faire briller encore une année. Wow. Essentiellement, c'est un lockout. C'est s'assurer de garder un joueur à l'écart pour l'obliger à négocier. Mais ça arrive déjà. Hein. Ça arrive déjà en Europe. Hein. On a déjà le cas. Hein. Lesquels, par exemple? Je sais qu'il y en a, mais c'est souvent un petit peu plus déguisé. C'est ce qu'on pensait qui arriverait peut-être à Kylian Mbappé à Paris pour sa dernière saison. En début de saison. C'est arrivé en début de saison. En début de saison, il ne jouait pas, Kylian Mbappé. Il y a eu un bras de fer avec le Paris Saint-Germain. Bon, Paris a cédé, mais on a dans de nombreux clubs en Europe ce qu'on appelle des lofts, c'est-à-dire où on met les joueurs qu'on veut voir partir, où on leur explique qu'en fait ils ne s'entraînent plus avec le groupe pro, ils ne joueront plus avec le groupe pro pour les obliger à trouver rapidement une porte de sortie. Parce qu'on arrive à un an de la fin du contrat et que la fenêtre de transfert est la dernière chance de gagner encore un peu d'argent avec ces garçons-là. Donc je te dis, c'est une tendance qui va s'accentuer. On va rentrer dans un bras de fer entre d'un côté les joueurs, les agents et les clubs acheteurs, et de l'autre côté les clubs vendeurs qui ne pourront pas éternellement, entre guillemets, rester les pigeons et se faire plumer comme ça. Donc on va arriver à quelque chose de cet ordre-là dans les mois et dans les années à venir, c'est certain.
Une autre tendance, Sébastien, qui s'accélère, c'est les gros transferts de la MLS vers l'Europe, de l'Europe vers la MLS. Je suis curieux de savoir le ou les transferts les plus marquants pour toi au cours des dernières semaines, des derniers mois. Il y en a eu plusieurs. Du top 10 des plus gros transferts de l'histoire de la MLS, là, de toute son histoire vers l'Europe. Il y en a 3, si je ne me trompe pas, qui sont arrivés en 2024. Il y a aussi des transferts records d'arrivée vers la MLS. Tiens, on va commencer par ça. Les gens, déjà, tu as Miguel Almiron qui revient pour une somme plus modeste que celle pour laquelle on l'a vendu à Newcastle, mais quand même, est-ce que c'est le transfert qui te vient en tête, même si c'est même pas lui le transfert record de la MLS, c'est un autre de ses nouveaux coéquipiers à Atlanta? Exactement. Alors, tu sais, ce que j'ai fait une petite sélection parce qu'il y a beaucoup de transferts. Effectivement, on pourrait passer la journée dessus. J'ai sélectionné 3 transferts dans le sens Europe-MLS et 3 transferts dans le sens MLS-Europe, et je t'expliquerai pourquoi j'ai sélectionné ces transferts-là, parce que au-delà de la pub qu'ils ont eue et des montants, effectivement, tu l'as dit, qui sont de plus en plus élevés, pour moi, ils traduisent une nouvelle réalité de la Major League Soccer. Donc, effectivement, j'avais pas mis Almiron dans ma liste, mais très très heureux de revoir Miguel Almiron de retour en MLS. Effectivement, tu l'as dit, en plus Atlanta qui va le chercher pour un coût bien moindre que ce qu'il avait vendu. Et il faut rappeler qu'Almiron reste un joueur extrêmement intéressant, parce que ce qu'il fait encore du côté de Newcastle, même s'il avait un peu moins de temps de jeu ces derniers mois, ça reste un excellent joueur de foot. Et je pense que ceux qui ont connu Almiron à l'époque, qui ont aimé Almiron, vont pas être déçus du voyage. Non, moi je t'ai sélectionné forcément le transfert record de Emmanuel Latelat, l'attaquant ivoirien de Middlesbrough, qui débarque lui aussi du côté d'Atlanta. Et comme je te l'avais dit quand on avait discuté de tout ça, je trouve que c'est bien, parce que Atlanta qui est en train de nous reformer un duo, là cette fois-ci ce sera Almiron Emmanuel Latelat, et ça rappellera pour moi le duo Almiron Joseph Martinez, qui avait fait les très belles heures d'Atlanta et qui avait conduit Atlanta au sommet de la MLS. Donc je le disais, Emmanuel Latelat, record de transfert en Major League Soccer, puisqu'on est un tout petit peu plus haut que 22 millions d'euros. Donc un énorme transfert pour un joueur assez exceptionnel. Ceux qui ne le connaissent pas et qui vont le découvrir, moi je vous promets, c'est quoi, on prend les paris aujourd'hui. Moi je te mets une pièce qui finit meilleur buteur du championnat la saison prochaine. C'est un joueur franchement qui a d'énormes qualités physiques, de vitesse, de puissance. C'est un garçon qui sort de plus de 2 saisons à 10 buts. Donc c'est un garçon extrêmement régulier dans un championnat peut-être le plus compétitif du monde. Donc 2 saisons où il est à plus de 10 buts avec Middlesbrough. Je te l'ai dit, il est rapide, il est puissant. Et puis moi, ce duo avec Almiron là qui me met l'eau à la bouche. Franchement, là, je pense qu'Atlanta, pour le coup, tout à l'heure, tu vois, on parlait de prix de transfert. Là, je pense que ça les justifie, même si Atlanta, effectivement, a fait sauter la banque au niveau des standards de la MLS. Mais là, on est sur un joueur assez exceptionnel. Et pourquoi je disais ce joueur au-delà de son prix? Parce que ça montre qu'aujourd'hui, la MLS est capable d'attirer vraiment ce type de joueur qui, il y a encore quelques temps, était inaccessible pour des franchises de MLS. Vraiment, hein. Un garçon comme ça, il aurait continué à jouer en Première Ligue, il aurait signé ailleurs, mais c'était inaccessible. Et aujourd'hui, la MLS est capable d'attirer ça, et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle, honnêtement. Ouais, ben c'est ce que j'allais dire, parce que le transfert est un transfert record pour la MLS, parce qu'il y avait de l'intérêt d'ailleurs aussi. Tu sais, Lorenzo Insigne, tu lui payes des sommes folles, mais c'était pour l'attirer ici. C'était, en tout cas, je pense, moins en raison de la concurrence, mais plus parce que tu voulais faire un Sébastien Giovinco bis. Exactement. C'était quoi les autres clubs qui étaient sur Latelat? Alors, on avait des clubs en Angleterre. Tu sais comment c'est, quand un joueur performe en Angleterre, on a la moitié des clubs d'Angleterre qui viennent se renseigner. Donc, beaucoup de clubs de Première Ligue. Et je sais que Leipzig, en Allemagne, était aussi venu au renseignement. Donc, tu vois, des clubs qui auraient pu permettre, en plus, à Latelat de passer un palier. Il aurait très bien pu trouver son compte dans un club plus huppé en Angleterre ou dans un club comme Leipzig. Non, il a fait le choix de la MLS. Et ça, je te dis, c'est vraiment synonyme que la MLS, elle va dans le bon sens. Tu vois, elle travaille bien puisqu'elle est capable d'attirer ces joueurs-là. Et tu vois, dans ma liste, j'ai un autre joueur qui est aussi dans ce profil-là, c'est Kevin Denke. Kevin Denke qui a quitté le cercle de Bruges pour Cincinnati. Là aussi, pour une belle somme, hein. On est aux alentours de 16 millions d'euros. Et pourquoi ce profil-là aussi m'intéresse? Parce que Kevin Denke, c'est un international Togo. Il a déjà 38 sélections. C'est un très très bon joueur expérimenté. Il a fini meilleur buteur du championnat belge la saison dernière, ce qui est quand même pas rien. Et il a été élu meilleur joueur africain du championnat belge la saison dernière. Et là, c'est pareil, tu vois, dans le profil, un garçon qui finit meilleur buteur du championnat belge, qui est élu meilleur joueur africain du championnat belge.
normalement, il ne venait jamais en MLS directement. Non. Ça, c'est pareil. Un peu à l'image, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Jonathan David qui était passé par la Gantoise. Normalement, la Belgique, pour beaucoup de joueurs, c'est la porte d'entrée vers l'Europe. Tu vois, c'est le moyen pour des joueurs africains ou sud-américains ou d'où tu veux. C'est une porte d'entrée, toc toc, bienvenue en Europe. Et normalement, ces joueurs-là font 1, 2, 3 saisons en Belgique et puis, à l'image d'autres, vont en Allemagne, en France, ailleurs. Et lui, on arrive, je le rappelle, meilleur buteur du championnat belge l'année dernière. Et on arrive directement à aller le chercher et à le faire venir en MLS. Donc ça aussi, tu vois, à l'image d'Emmanuel Latelat, on est sur des transferts qui étaient encore impossibles il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça, c'est vraiment... il faut saluer tout le travail de la Major League Soccer pour être une ligue qui attire, pour arriver à convaincre ce type de joueurs. Donc franchement, moi, je suis vraiment content que ces deux joueurs-là arrivent parce qu'ils sont vraiment synonymes d'une MLS qui passe des paliers. Et franchement, vous allez voir, pour ceux qui ne les connaissent pas, les deux là, mais vous allez vous régaler parce que là, on a deux joueurs exceptionnels, deux buteurs de folie. Et franchement, on va voir défiler Tremblay l'année prochaine en MLS. Hein. Je suis bien conscient que c'est des profils et des postes complètement différents, mais on est franchement loin des Rafa Marquez. De l'époque des Rafa Marquez qui débarquaient aux Red Bulls de New York, on avait l'impression que c'était beaucoup plus pour ramasser son chèque à chaque semaine que vraiment pour accomplir quelque chose dans une carrière brillante là, pour Rafa Marquez. Je suis pas en train de lui envoyer une pointe pour ça, mais la dynamique a complètement changé au cours des dernières années. Oui, mais pourquoi? Parce que si tu prends toute cette période, il n'y a pas eu que Rafa Marquez. Hein, moi, on peut reprendre David Beckham, Steven Gerrard, Pirlo, tous ces joueurs-là qui étaient entre guillemets des grosses stars en Europe et qui sont venus en MLS. Elles arrivent à une autre époque, à une époque où la MLS, elle ne veut même pas parler football, elle veut parler visibilité. À cette époque-là, la MLS, elle a besoin d'exister aux yeux du monde. Elle a besoin d'être connue. Donc, on ne parle même pas de football. On parle d'image. Et notamment avec David Beckham, qui était vraiment le profil parfait pour faire parler de toi dans le monde, parce que Beckham, c'est une star jusqu'au fin fond de l'Asie. Mais à cette époque-là, effectivement, la MLS ne cherche pas des footballeurs. Elle cherchait des visages pour mettre en lumière. Aujourd'hui, on l'a vu avec l'évolution, quand tu vois l'évolution du niveau de jeu de cette époque et le niveau de jeu aujourd'hui en Major League Soccer, parce qu'il faut rappeler que c'est une très jeune ligue. Donc aujourd'hui, on peut parler de football, tu vois. Chaque époque a eu ses besoins. Au tout départ, tu avais besoin de lumière, tu avais besoin d'une image, tu avais besoin de visages connus pour exister. Aujourd'hui, on parle de football. Donc c'est pour ça que je dis que la MLS, elle va vraiment dans le bon sens, elle va bien. Et ça, c'est top. Et ces deux joueurs-là, et après, si tu veux, on parlera de Jonathan Bamba, parce que je trouve que c'est une belle arrivée aussi. Ces deux joueurs-là que j'ai cités, Emmanuel Latelat et Kevin Denke, ils viennent confirmer ça, tu vois. Ils viennent valider tout ce bon travail de Don Garber et de tous les autres en Major League Soccer. Ouais, et je te dirais que ça me rappelle l'époque où Don Garber disait, ça doit faire une quinzaine d'années, on veut être parmi les 5 top championnats sur la planète. Tout le monde a rigolé. Tout le monde a rigolé. Moi, le premier, Sébastien, honnêtement, quand il disait ça, parce qu'à l'époque, mon collègue Frédéric Laure disait souvent à l'époque, le marketing de la Ligue est meilleur que sa qualité. Tu arrives presque à donner un spin qui présente un championnat au-delà de ce qui est vraiment. Mais là, la qualité du jeu. Il y a un match, moi, l'an dernier, qui va toujours me rester en tête. C'était un derby Cincinnati-Columbus. Écoute, ça jouait. Il n'y a personne, si tu es ne serait-ce qu'un peu honnête intellectuellement, qui peut lever le nez sur ce genre de match-là. Ça se comparait à n'importe quoi en Europe. C'était deux très bonnes équipes, j'en conviens. Ce pas des équipes de fond de championnat. Mais c'est vrai ce que tu dis. Puis ça, si tu es un agent aussi maintenant, un conseiller, et que tu fais tes devoirs comme il faut, tu regardes ces clubs-là, tu regardes ce qu'ils ont à offrir, tu te dis non, mais attends, tu peux être dans un meilleur club, mais tu n'auras pas le temps de jeu, tu vas être le 3e attaquant, c'est peut-être pas ce dont tu as besoin à ce stade-ci de ta carrière. Le positionnement de la MLS, tu as raison, en 2025, n'a rien à voir. Tu parlais de ton 3e transfert marquant? Ouais, Jonathan Bamba, parce que moi, c'est un joueur que je connais très bien. Donc j'ai envie d'en parler. Jonathan Bamba qui quitte l'Espagne et le Celta Vigo pour rejoindre Chicago. Alors Jonathan Bamba, c'est un profil complètement différent. C'est un joueur qui est plutôt, alors pas sur la fin parce que j'aime pas dire ça à 28 ans, mais c'est un joueur qui a déjà du vécu derrière lui et qui a besoin de se relancer. On n'est pas du tout sur les mêmes prix que ce qu'on a évoqué avant. On est là entre 3 et 4 millions d'euros. Un joueur qui a beaucoup baroudé en France. Il est passé par Saint-Etienne, par le Paris FC, par Lille, et par plein de clubs. Qui a pour moi quand même, alors 2 avantages. C'est un joueur qui a besoin de se relancer parce que je te l'ai dit, du côté de l'Espagne, sa première expérience à l'étranger a pas été couronnée de succès. Il y a eu des bons moments, mais ça n'a pas été fantastique. On attend plus de Jonathan Bamba. Donc je pense que c'est un joueur qui est revanchard, qui a besoin, tu vois, de se relancer. Et à 28 ans, il sait très bien qu'il lui reste pas 10 ans pour se relancer. Donc je pense qu'on va avoir un joueur avec un état d'esprit qui moi m'intéresse parce qu'il va vraiment avoir faim de montrer qu'il a encore quelque chose sous les crampons.
Et puis parce que c'est un garçon qui est polyvalent, qui peut jouer quasiment sur tout le front de l'attaque, il peut jouer ailier droit, ailier gauche, il peut même jouer recentré dans l'axe. Donc, tu vois, j'ai envie de voir ce que ce garçon est capable de faire, la force mentale qu'il a pour se relancer. Mais je pense qu'on va avoir un Jonathan Bamba qui a vraiment faim. Et ça m'intéresse du côté de Chicago parce que si ceux qui ont suivi la saison de Chicago l'année dernière, c'est le type de joueur qui peut leur faire du bien aussi parce que Chicago, qui pour moi l'année dernière manquait toujours un peu de ce brin de folie, tu vois, il y avait rarement l'étincelle. Chicago, c'était trop scolaire, c'était trop propre et ça a pas si bien fonctionné que ça. Mais ça, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment leur faire du bien. Donc je pense que pour Chicago, c'est le bon joueur et pour le joueur, c'est le bon club. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Koné et peut-être de l'erreur de casting. Là, je trouve que tout le monde est dans le vrai. Donc, j'ai hâte de voir ce que va faire Jonathan Bamba. Ouais, puis il y a le timing de l'arrivée de Greg Berhalter aussi comme entraîneur à Chicago. Donc, s'il y a un moment où tu veux des joueurs polyvalents, parce que même si Berhalter a beaucoup d'expérience, que ce soit en sélection dernièrement avec les États-Unis ou avec le Crew de Columbus, tu as quand même besoin d'une période d'adaptation où tu vas avoir des joueurs à placer pour boucher certains trous pendant que tu rodes ta nouvelle manière d'opérer à Chicago. Donc, oui, c'est un profil qui devient super intéressant. Si on regarde dans l'autre sens maintenant, Sébastien? Alors, dans l'autre sens, je t'ai pris 3 transferts parce que, pour moi, ils symbolisent exactement, on parlait tout à l'heure du bon travail de la MLS, ils symbolisent exactement ce vers quoi la MLS doit continuer d'aller. Je vais d'abord parler de Cucho Hernandez. Cucho Hernandez, que tous les fans du Columbus Crew connaissent, un très très bel attaquant de MLS, qui a fait de très belles choses, qui franchement nous a régalé du côté de Columbus, qui quitte Columbus pour rejoindre le Betis en Espagne. Là, une belle vente, pour 13 millions, c'est une très belle vente pour un joueur qui sort de MLS. Et pourquoi je te dis, c'est le genre de profil que doit chercher la MLS, parce que si on regarde un peu l'histoire de ce joueur, c'est un joueur qui joue en Europe, qui a eu des saisons un peu compliquées du côté de Retafe et de Watford. Il a même perdu sa place en sélection nationale colombienne. Et puis, la MLS a été le draguer parce que je sais très bien que la MLS, à cette époque, a été lui expliquer qu'il devait venir en MLS pour relancer sa carrière, qu'il allait arriver dans une ligue où il pourrait être un super joueur, qui pourrait être une star de son équipe. Lui a été sensible à ce message, est venu du côté de Columbus. Il a fait 2 super saisons parce qu'il a marqué quasiment 50 buts et 21 passes décisives en 2 saisons, ce qui est plutôt exceptionnel, en 78 matchs avec Columbus. Il a retrouvé, alors qu'il était à Columbus, sa place en sélection colombienne. Et ça, tu vois, c'est vraiment des profils que je trouve intéressants. C'est-à-dire des joueurs que la MLS ne pourrait pas se payer, ne pourrait pas rêver, mais comme ils sous-performent en Europe, on va les chercher pour leur proposer de se relancer, tu vois. Et toi, ils te font 1, 2 ou 3 saisons qui peuvent être hyper intéressantes, comme l'a fait Hernandez. Et ça, je trouve que, tu vois, c'est des bons coups à aller chercher pour la MLS. Oui, puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça te donne du data à présenter à d'éventuels candidats que tu veux, que tu veux séduire. Quand tu as la possibilité de dire à quelqu'un « Hey, t'allais vivre, entre guillemets, ton rêve européen, mais ce rêve-là a été synonyme d'exclusion de ton équipe nationale et c'est la MLS qui replace. » Puis c'est pas la moitié d'une équipe nationale non plus, là. C'est quand même une sélection qui est très en vue. Notre championnat a été capable de replacer quelqu'un dans le giron de l'équipe nationale. C'est de l'or là, pour un directeur sportif, par exemple. Tu t'offres de la crédibilité, clairement. Exact. Cette crédibilité qui manquait il y a quelques années quand on parlait des débuts de la MLS. Là, tu t'offres une vraie crédibilité, c'est-à-dire que tu es capable de relancer un joueur qui est dans le dur. Donc effectivement, ça c'est top. Et je te dis, ça c'est vraiment le type de joueur qui peut être hyper intéressant pour la Major League Soccer, parce que tu vas les chercher. Avant, tu peux pas te les permettre. Après, tu peux plus te les permettre. Mais tu vas les chercher dans une phase de temps où ils sont dans un moment compliqué et où toi, tu as une possibilité de les faire venir. Donc, hyper intéressant. Et après, si tu veux, on peut parler du cas de Diego Gomez. Parce que là aussi, pour moi, c'est un cas symptomatique. Diego Gomez qui va quitter Miami pour rejoindre Brighton. Brighton, un très très bon club anglais. Brighton qui joue régulièrement la Coupe d'Europe. Ouais, phénoménal aussi, juste pour remettre les gens en contexte, phénoménal dans son recrutement. Brighton, je ne sais pas qui est en charge là-bas, mais c'est incroyable les joueurs qui ont réussi à aller. Alexis McAllister est juste un des nombreux exemples des dernières années. Ben, ils ont une très belle équipe de scouting, effectivement. Ils ont vraiment des gens qui connaissent vraiment leur métier. Et pourquoi je parle de Diego Gomez? Parce que lui, c'est un jeune joueur, il a 21 ans, il quitte Miami, donc on le disait, pour rejoindre Brighton. Et lui, alors on a l'impression qu'il est né à Miami parce qu'il n'a que 21 ans, mais attention, parce qu'avant d'arriver à Miami, il faut quand même rappeler que ce garçon-là, il est double champion du Paraguay. C'est pas rien quand même à 21 ans avec le club de Libertad. Et ça, c'est pareil, tu vois. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ça, c'est le profil de joueur que des clubs comme Brighton, comme Porto, qui a aussi une très grosse cellule de recrutement, allaient directement chercher en Amérique du Sud. Et aujourd'hui, pareil, la MLS arrive à être crédible
en disant à ces garçons-là, on peut être un tremplin vers l'Europe. Avant, tu vois, les gros clubs européens ou les clubs qui travaillent bien en scouting allaient chercher directement, parce qu'un joueur qui a 40 matchs dans les pattes, à 21 ans, qui est double champion du Paraguay, c'est un profil intéressant quand tu es un club européen. Et aujourd'hui, la MLS est capable d'être crédible en disant, viens d'abord chez nous, 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Viens d'abord chez nous et ce sera un vrai tremplin pour l'Europe. Donc ça, c'est pareil. C'est des profils que la MLS, parce qu'elle a bien travaillé, est capable d'aller chercher. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant aussi. Ça montre aussi que la MLS est capable de convaincre des jeunes joueurs, pas seulement des joueurs qui ont besoin de se relancer. Elle est capable de convaincre des jeunes joueurs qui ont des clubs européens qui sont déjà sur eux. Et qu'aujourd'hui, des joueurs comme Diego Gomez et plein d'autres fassent d'abord le choix de la MLS plutôt que le choix de l'Europe, je trouve que c'est un très très bon signe aussi pour la MLS. Ben, c'est un entre-deux intéressant parce que ton championnat est d'une qualité suffisante pour que tu puisses être confiant de continuer à faire progresser un jeune de 20, 21, 22 ans, mais en même temps, c'est pas une qualité de jeu Champions League européenne où tu te dis le temps de jeu ne sera pas suffisant pour que je continue ma progression. La MLS est dans ce sweet spot-là en ce moment pour des gars, comme tu disais, qui veulent se relancer ou qui veulent carrément lancer leur carrière vers l'Europe à un tremplin où là, si tu es capable de dire, moi, j'ai enchaîné 2, parce que tu as aussi l'idée d'avoir quitté ton pays natal. Si tu joues en Amérique du Sud, tu peux dire, OK, mais il était dans ses pantoufles, il était à la maison. Là, tu sors, tu fais la même chose en MLS. Tu parlais d'avoir des preuves à présenter pour négocier. Tu dis, je l'ai fait à la maison sur 2 saisons, je l'ai fait dans un championnat qui n'était pas le mien. Cucho Hernandez, c'est le meilleur exemple. Mais là, je suis prêt à vivre une nouvelle aventure, puis c'est là que l'Europe a tendance à s'ouvrir un peu plus. Oui, et puis pour ces joueurs, tu vois, qui ont 20, 21 ans, là, qui viennent d'Amérique du Sud, comme Diego Gomez, c'est que c'est souvent des joueurs qui sont des titulaires dans les équipes jeunes de leur sélection nationale, mais qui postulent aussi à une place en A, mais qui sont entre deux eaux, tu vois, qui sont prêts à y aller en A, mais qui sont pas tout à fait là. Et effectivement, l'assurance d'avoir du temps de jeu en MLS t'offre ça aussi. Ben ouais. Ça te permet de dire, je suis crédible pour postuler en sélection nationale, parce que je suis capable de jouer 25, 30, 35 matchs par an à un très bon niveau, tu l'as dit, parce que on est sur une MLS 2024-2025 qui a vraiment un très bon niveau de jeu. Donc c'est intéressant aussi pour ces garçons-là qui rêvent déjà de sélection nationale. Donc c'est pour ça que je dis c'est aussi encore un bon signe de la belle santé et de la belle crédibilité de la Major League Soccer. Et pour le dernier choix que j'ai décidé de faire, c'est un choix complètement autre, c'est Matej Akimboni de DC United qui va rejoindre Bournemouth. Et ça c'est pareil, hein, Bournemouth, gros club anglais, donc un beau transfert. Alors lui, c'est un cas complètement différent parce que c'est un gamin de 18 ans qui découvre à peine les U20 américains. Mais lui, pourquoi je l'ai gardé? Parce qu'il est aussi la preuve que les académies de MLS, parce que lui a été formé à l'académie de DC United, les académies sont capables aussi de former des joueurs crédibles. Et ça a été longtemps aussi quelque chose qui a manqué à la MLS. Parce que longtemps, la MLS a, je vais pas dire dénigré parce que c'est pas vrai, mais a peut-être pas trouvé l'intérêt au départ d'avoir ces académies et de former des joueurs eux-mêmes. On allait, comme tu le dis, chercher beaucoup de joueurs en Amérique du Sud ou en Europe, mais on formait assez peu. Et depuis quelques années, on voit que là aussi, il y a un vrai changement de cap dans les académies, parce que les académies sortent vraiment des bons joueurs. Donc là, je trouve que c'est un transfert intéressant parce qu'il montre aussi le très bon travail qui est fait par les clubs et par leurs académies. Et ça, c'est un bon virage pour moi que prend la MLS. Oui, il y a 2-3 trucs là-dedans. D'abord, culturellement, je pense que la MLS opérait comme d'autres sports nord-américains avec une grosse culture de repêchage en NCAA dans les circuits collégiaux. Là, on s'est rendu compte que l'expérience de ces joueurs-là, c'était pas top pour assurer une transition vers la MLS parce que les championnats sont tellement courts. Souvent, c'est 3-4 mois. Après, tu as des interdictions de t'entraîner en groupe l'hiver. Bref, la NCAA, c'est quand même assez compliqué. Puis, oui, puis avec un niveau qui est très loin de la MLS, un niveau de jeu qui est très loin de la MLS. Exactement. Donc, c'est comme un double whammy. Là. Tu t'entraînes pas, tu joues pas assez dans un championnat qui, à la base, est loin de ce que tu veux faire avec la MLS. Puis, ce qui est arrivé avec la formation de plus de jeunes joueurs, c'est que, puis je pense que c'est ça qui a aidé à beaucoup, puis on le néglige peut-être un peu, à beaucoup améliorer la qualité, je vais dire, moyenne de la MLS, c'est la qualité de tes joueurs. Si tu as un roster de 28 ou 30 joueurs, de tes joueurs 20 à 28 ou 20 à 30. Puis ça fait en sorte qu'à l'entraînement, tout le monde augmente, puis au fil des ans, on s'en rend pas compte parce que c'est comme remplir un vase une goutte à la fois, mais tout d'un coup, tu dis
attends, là, la réalité n'a rien à voir avec il y a 5 ou 6 ans, puis je pense que tu as raison de le souligner, les académies ont eu un gros rôle à jouer là-dedans. Oui, puis pourquoi là où je vais apporter une précision, c'est qu'effectivement les gens se rendent peut-être pas compte effectivement du rôle primordial des joueurs de 20 à 28 dans ton roster de 28 par exemple. Pourquoi? Parce que effectivement, comme tu le dis, ça augmente mécaniquement le niveau moyen de la MLS, mais parce que si tu as des bons joueurs dans cette case 20-28, ça veut dire que tu amènes de la concurrence à tes titulaires. Exact. Donc tu les obliges eux aussi à performer, parce que si tu te retrouves avec 11 joueurs qui n'ont aucune concurrence, qui sont dans des pantoufles, mais ces garçons-là n'iront jamais se transcender puisqu'ils n'ont aucune concurrence. Par contre, si tes 28 joueurs, effectivement, tu as des gens capables à l'entraînement de les concurrencer, tu vois, capables de jouer des bouts de match à leur place, tu les obliges, tes titulaires, à passer un cap, tu les obliges à être toujours au top niveau, parce que leur place est en jeu. Et tu sais très bien qu'un footballeur qui ne risque pas de perdre sa place, inconsciemment, je ne le dis pas qu'il le fait exprès, mais inconsciemment, il est dans un fauteuil. Alors que là, s'il est en concurrence, mécaniquement dans sa tête, il est toujours à fond. Donc ça, c'est hyper important, tu as raison de le préciser. Même tes joueurs qui peuvent paraître sans intérêt en fin de liste sont hyper importants pour ta saison. Effectivement, tu as complètement raison. On a un exemple probant de ça, puis c'est plus complexe que ce qu'on vient d'illustrer, mais il y a 7 ou 8 ans, Victor Wanyama passe pas la saison au complet sur le banc avec le CF Montréal l'an dernier. Victor Wanyama aurait joué parce qu'il n'y aurait pas eu suffisamment d'alternatives pour boucher tous les trous. Alors que là, tu as eu des... Nathan Saliba, c'est un joueur d'exception, là, mais c'est un bon exemple des gars qui n'existaient peut-être pas il y a 7 ou 8 ans. Sébastien, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, mais ça fait le tour des sujets que je voulais aborder avec toi. Ça a été franchement riche. Si tu me laisses 2 petites minutes pour finir sur le CF Montréal, puisqu'on a beaucoup parlé de Sinchuk et de Loturi. Moi, je te dis, je trouve que un recrutement dont on a assez peu parlé, mais j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, Neal, le joueur du Los Angeles Galaxy. Moi, je trouve que ça, c'est un bon recrutement parce que tu vois, tout à l'heure, je parlais de l'acclimatation des jeunes joueurs. Lui, t'as pas de problème. Il connaît le pays, il connaît le championnat. Moi, je trouve que ce qu'on a vu de lui à Los Angeles était plutôt vraiment intéressant quand même pour un gamin de 21 ans. Moi, je trouve qu'il a une belle marge de progression. C'est un beau profil. Ça, je trouve que, tu vois, c'est un beau coup de Montréal. Et après, juste pour terminer, je vais parler de Owusu, Prince Owusu, parce que j'ai lu beaucoup de choses, parce que tu sais que je suis beaucoup sur les réseaux et que je parle beaucoup avec les fans, avec les gens, parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'aller au cœur de ce que pensent les fans. Et beaucoup m'ont demandé ce que je pensais de ce garçon, parce que c'est vrai qu'on se demande est-ce que c'est vraiment l'attaquant dont avait besoin Montréal. Moi, je ne pense pas, parce que je trouve que c'est un garçon qui, malgré son physique, parce qu'il doit mesurer 1m90 ou 1m91, c'est un beau bébé, hein. Malgré son physique, alors effectivement, il apporte un peu dans le jeu aérien. Je reconnais aussi qu'il est pas feignant dans l'effort, parce qu'il fait souvent un travail de premier rideau défensif. Mais sincèrement, c'est quand même un garçon qui a beaucoup de faiblesses. Parce qu'avec un physique comme le sien, tu vois, 1m90, c'est un garçon qui devrait être capable de jouer en pivot pour les autres. C'est-à-dire qu'il devrait être capable de jouer dos au but, de conserver le ballon. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui fait plutôt pas ou peu. Je le trouve pas très très bon non plus dans son jeu de passe. Je trouve que c'est un garçon qui a une qualité de passe très moyenne. Donc je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre qu'on puisse... mais peut-être que tu auras un avis différent de moi comme tu es sur place, mais j'ai un peu de mal à comprendre qu'on puisse placer autant d'espoir dans un profil qui me paraît aussi faible. Alors peut-être que c'est moi qui ai une mauvaise perception, hein, mais je suis assez inquiet quand même quand tu as perdu des garçons comme Joseph Martinez et que tu te retrouves avec des Owusu pour faire ta saison. Je suis quand même franchement pas rassuré sur la capacité offensive de Montréal à être meilleure que la saison dernière. Moi, je pense que le pari qui a été pris, surtout avec Laurent Courtois, qui est très heureux, lui, d'avoir ce genre de profil-là, parce que c'était un irritant majeur pour lui avec Joseph Martinez l'an dernier, de ne pas être capable d'assurer un pressing comme Courtois aurait aimé l'avoir. L'autre élément... quand tu parlais de garder le ballon, j'ai hâte de voir, moi, ce que ça va donner, sachant que j'ai l'impression qu'on va repartir dans un même schéma qu'à la fin de 2024. Tu vas avoir des gars, que ce soit Caden Clark. Allons-y avec Caden Clark, Bryce Duke, si on reprend comme la fin de la saison dernière, avec un Prince Owusu devant plutôt que Joseph Martinez. J'ai hâte de voir à quel point le fait d'avoir des gars près de lui, en dessous, mais près de lui, va l'aider dans sa capacité, justement, à garder le ballon et être cette cible-là. Parce que tu n'es pas obligé de garder le ballon pendant 2, 3, 4 secondes. Tu vas rapidement avoir des options sur qui tu peux jouer. Après, là où ça va devenir intéressant, puis là où je pense qu'il y a vraiment un filon à exploiter,
que tu pouvais moins exploiter avec Joseph Martinez parce qu'il n'y avait pas cette vitesse-là, c'est sa capacité à repartir derrière la défense par la suite. Oui. Parce que tu ne veux pas seulement être un point d'ancrage. Puis l'autre avantage que tu pourrais avoir, Joseph Martinez était très solide de la tête, mais c'est pas le gars qui était capable de galoper le plus rapidement pour se rendre dans la surface de réparation avec Tom Pierce, si c'est lui qui joue sur la gauche. Il y a une qualité de centre exceptionnelle. Moi, je pense que c'est le meilleur centreur de l'histoire du CF Montréal. Ouais. Ses centres sont très incroyables. Si tu arrives à juste placer des ballons dans la surface, peut-être que là, Owusu a besoin d'être moins élaboré dans ce qu'il apporte dans le jeu. Il faut juste que tu sois... Là, c'est très simpliste, puis c'est un gars très défensif qui te dit ça. Je n'étais pas capable de marquer pour sauver ma vie. Donc, je suis en train d'expliquer toute la simplicité d'un attaquant qui a juste à se retrouver à la bonne place au bon moment, mais il y a un peu de ça. Et l'autre truc, j'ai l'impression que Prince Owusu, puis peut-être même Giacomo Vrioni, sont presque des attaquants de transition. Puis je parle pas de transition dans le jeu, mais de transition vers la prochaine mouture du CF Montréal. Parce que tu parlais du recrutement tout à l'heure en début d'émission. Tu disais, si on veut être compétitif tout de suite, on va y aller le tout pour le tout. On veut gagner la MLS Cup en 2025, ben peut-être que là, c'était pas le recrutement idéal. Si c'est dans 2 ou 3 ans, ben là, ça peut être intéressant parce que ces gars-là vont prendre du galon. Moi, je pense que quand cette fenêtre-là va revenir, je pense pas que c'est cette année, peut-être l'an prochain ou la saison suivante. Espérons. Je pense que Prince Owusu et Vrioni sont plus là. C'est d'autres joueurs, mais dans ce profil-là qui cadre plus avec ce que Laurent Courtois ou la direction du CF Montréal veut faire. Donc ça va être des dossiers super intéressants à suivre cette année. Non, effectivement, ça peut être des joueurs de transition, on va dire, dans la temporalité, dans le temps, exact. en attendant d'avoir mieux, comme on disait tout à l'heure, après avoir été un peu patient avec une ossature plus solide. Là où je te rejoins, juste sur Owusu pour conclure, c'est qu'effectivement, avec des joueurs plus proches de lui, il aura moins ce besoin de conserver le ballon, il aura moins besoin d'être dans ce rôle de conservateur. Le problème étant, quand même, que quand tu te retrouves dans ce registre-là avec des joueurs proches de toi où tu ne conserves pas mais tu joues vite, il faut de la justesse technique. Faut que tu il faut une vraie justesse technique pour jouer vite. Le problème, c'est est-ce que Owusu a de la justesse technique? Je suis pas sûr. Effectivement, là où je pense qu'il sera le plus utile, c'est dans la surface parce que tu l'as dit, il y a des garçons qui ont des pieds assez extraordinaires sur les ailes du côté de Montréal, notamment à gauche. Et là, effectivement, dans ce registre-là où il y a pas de gros calcul à avoir, c'est-à-dire un très bon centre qui arrive, lui qui impose son physique, là-dessus, oui, je pense qu'il sera intéressant. Sur le reste, peut-être que là aussi je vais me tromper, il me fera mentir et je lui souhaite et je le souhaite à Montréal, mais je reste quand même assez perplexe, effectivement, surtout quand tu viens de perdre Joseph Martinez, où tu avais quand même, malgré quelques défauts, beaucoup de certitudes avec un garçon comme Joseph Martinez. Je reste quand même assez perplexe sur Owusu, mais bon, écoute, à voir, et puis on aura, j'espère, l'occasion d'en reparler au fil de la saison, mais voilà, je suis pas rassuré par Owusu en pointe à Montréal. On a eu des débats comme ça ici à l'émission en masse à la fin de la saison dernière. Moi, j'étais favorable à un retour de Joseph Martinez, même avec tous les défauts qu'on lui trouve. Clairement. La seule chose que je dirais en conclusion, c'est qu'à l'interne, il n'y a pas une personne dans l'entourage de l'équipe ou dans l'équipe à qui j'ai parlé qui est franchement déçu de voir Martinez parti. Et là, je parle pas de la contribution sur le terrain, mais je pense que tout le bagage qui venait avec... De la vie de groupe, oui. Ouais, tout le monde était conscient qu'il fallait passer à un autre appel, mais je pense que tout le monde est conscient aussi du défi de remplacer les buts que Martinez a marqués l'an dernier. Sébastien, ça a été un énorme plaisir de jaser avec toi. J'espère que le plaisir a été partagé. Puis je pense que ça donne le goût de refaire ça quand même sporadiquement une fois de temps en temps au cours de l'année. Donc, si tu es disponible malgré ton horaire chargé, on pourra peut-être se refaire ça dans quelques temps. Je suis toujours disponible pour parler de MLS, tu le sais. À bientôt. À bientôt, ciao Olivier.